Cette semaine à connecter Sept-Îles et Port-Cartier, dernière journée à titre de maire de Sept-Îles pour Steve Beaupré, 4e cercle économique régional des Premières Nations et du Québec à Ouachat. Ouachat-Maliotenam et l'INRES s'associent pour créer un centre d'expertise et inauguration des nouveaux locaux de la SPCA Côte-Nord. Démission, fonction de maire. Monsieur, tel qu'annoncé précédemment. Steve Beaupré a présidé sa dernière séance publique du conseil municipal de Sept-Îles le 25 septembre en tant que maire de la ville. Bien que les émotions étaient palpables, il ne regrette pas sa décision de quitter ses fonctions moins de 2 ans après avoir été élu. Je vous confirme que je quitterai définitivement ma fonction de maire après la séance publique qui se tiendra le 25 septembre 2023 à 19h. Parce qu'au niveau professionnellement, c'est la meilleure décision à prendre. Comme je l'ai expliqué à d'autres de vos collègues, puis également à mes amis, à ma famille, lorsque je me suis présenté, j'ai annoncé, moi, que je voulais me présenter en 2021. J'étais alors âgé de 44 ans. Alors, le plan de match était de faire un mandat, mais avec ma conjointe, c'était 2 mandats qu'on avait parlé, donc 8 ans. Mais déjà 8 ans à la mairie, 44 ans, ça me mettait à 52 ans. Je m'en allais sur 53 ans dans un plan de carrière. C'était un peu trop jeune pour dire non, c'est terminé. Et je voulais retourner à la pratique du droit. Alors, 8 ans sans pratiquer dans le domaine du droit, même si on a de la formation obligatoire à compléter à chaque 2 ans, il en demeure pas moins que ça me mettait très, très loin de ma vie professionnelle première, qui était celle d'être avocat. L'avocat et nouveau directeur du bureau de l'aide juridique de la Côte-Nord à Sept-Îles espère qu'on retiendra de lui l'importance qu'il accorde au développement des infrastructures municipales. C'est d'avoir fait comprendre, je pense, qu'aux élus qui étaient déjà en place, aux nouveaux élus également avec qui j'ai travaillé, et également à l'administration, que ça prend des investissements. Lorsqu'on commence dans la vie, là, à la mi-vingtaine, puis qu'on veut construire une famille, on veut bâtir une vie, bien, on commence tranquillement. Puis souvent, on va s'acheter une première résidence, puis on va la rénover, puis on va l'entretenir, puis ça va devenir attrayant, ça va nous donner le goût peut-être d'agrandir la famille. Mais c'est comme ça également dans le monde municipal. C'est comme ça qu'une ville devrait être gérée. Ça veut dire d'avoir un plan directeur, avoir un programme pour entretenir nos infrastructures, pour ne pas avoir à revivre ce qu'on vit actuellement, surtout dans un contexte d'inflation où les matériaux de construction, le prix des coûts de construction a augmenté. On a besoin d'un aréna. Oui, d'un nouvel aréna. Il faut aller de l'avant, il faut investir. Mais une fois que ça va être construit, cet aréna-là, si le projet se concrétise, il faut devoir l'entretenir. Il faut penser à long terme et non pas qu'elle va s'entretenir par elle-même. Avant de quitter son poste, M. Beaupré avait quelques conseils pour son successeur. C'est de faire les choses dans une continuité. Faire le tout aussi dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt public. D'apprendre également à vivre avec la critique. C'est très, très, très difficile avec l'avènement des médias sociaux. Alors, que ce soit ma conjointe, que ce soit mon entourage, que ce soit les gens qui me disaient « Steve, tu n'as pas à lire toutes les critiques négatives, des fois il y en a des constructives », mais ça devient lourd, ça, au quotidien. Alors, il faut se faire une carapace. Pourtant, je suis quelqu'un qui avait une bonne carapace de par ma formation, ma carrière antérieure, mais c'est de prendre et de canaliser tous les commentaires positifs qu'on peut recevoir, parce que ça a été beaucoup plus positif que négatif, l'expérience que j'ai tirée. Il est impossible, en tant que politicien, en tant que conseiller municipal, en tant que maire ou mairesse, de plaire à 100% de la population. Peu importe les décisions qu'on va prendre, mais l'important, c'est de prendre des décisions toujours dans l'intérêt des citoyens. Lors de la séance du 25 septembre, Denis Mius a également donné sa démission en tant que conseiller afin de pouvoir déposer sa candidature à la mairie pour l'élection partielle du 12 novembre. Nunziato Garefa, citoyen du secteur du Vieux-Quai, lorgne également le poste de maire. 2 postes de conseiller seront aussi en élection, soit pour le district de Monseigneur-Blanche et de Marie-Immaculée. 250 personnes du milieu économique et politique de la Côte-Nord et de la province se sont rassemblées au site culturel de Ouachat les 20 et 21 septembre dernier. Le but? Encourager les gens présents à prendre des engagements. L'objectif aussi qui est super important, c'est de maximiser la participation autochtone dans l'économie. De créer des espaces de discussion, d'échange, de partage, comme les cercles régionaux, en ressortent parfois des prises de connaissance, des prises de contact, mais comme on va le voir un petit peu plus tard, des engagements solides
rapides et concrètes. Il y a la CDE-PNQL, la Commission de développement économique des Premières Nations Québec-Labrador, qui est un peu toujours en soutien à chacune de ces événements-là. Elle tient des registres de ces engagements-là pour qu'éventuellement il y ait des suivis à ces engagements-là. Fait qu'on met vraiment tout en œuvre pour encourager, maximiser les chances de collaboration, de retombées économiques durables. 17 engagements ont été pris par différentes organisations participantes, dont Minerais de Fer Québec et la MRC de Sept-Rivières. Nous sommes fiers de notre partenariat avec les Premières Nations et nous sommes déterminés à poursuivre cette collaboration précieuse pour toutes les années à venir. Nous sommes également fiers de pouvoir compter sur notre savoir-faire, sur le savoir-faire des partenaires Innu au sein de nos opérations. Mesdames et messieurs, notre engagement envers le peuple autochtone est profondément inscrit dans notre code génétique, dans notre culture organisationnelle et dans notre conduite d'affaires. Chez MFQ, on souhaite élever la barre. On souhaite être exemplaire en cette manière et pourquoi pas inspirer aussi d'autres organisations à en faire autant. Moi, mon engagement, gars, ça sera pas long. On va faire ça tout de suite. On va vider la question tout de suite. Moi, ce que c'est que je veux, OK, c'est de faire reconnaître le rapprochement entre nos communautés. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans le rapprochement. Puis ça, c'est la volonté de tous, je pense, ici aujourd'hui. Puis ça, c'est mon engagement. Partout où c'est que je vais aller, je vais véhiculer ce message-là de rapprochement entre nos communautés. Une dizaine de tables rondes ont été organisées avec différentes thématiques. C'était l'occasion de rassembler des personnes influentes pour discuter de sujets préoccupants pour les membres des Premières Nations, mais aussi pour les autres participants. C'est super intéressant de les faire interagir ensemble, de nous partager leur expérience, parce que dans l'audience, évidemment, ça peut donner des idées, ça peut donner des conseils, ça peut donner des premières pistes de collaboration avec les autres entreprises, organisations qui sont là en place. Le 4e cercle économique régional était le premier à se dérouler sur la Côte-Nord, après le Lac-Saint-Jean, l'Abitibi et l'Outaouais. Le Conseil de bande Innu-Takwaikan Uashat-Makmaniotenam, ITUM, et l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail, l'INREST, joignent leur savoir-faire en environnement et en savoir traditionnel afin de créer le Centre d'expertise Nutchimit-Chipek, le CENC. Un des engagements prioritaires de l'INREST, à travers le CENS, est d'intégrer le savoir ancestral autochtone aux connaissances scientifiques dans la mise en place d'une gestion environnementale préventive et dans la réalisation des travaux du centre. Ils ont déjà des connaissances, ils ont déjà une expertise. Mais quand tu arrives pour faire un suivi environnemental qui inclut des statistiques, qui inclut une planification au niveau échantillonnage, etc., ça, c'était plus académique qu'une expertise terrain, si on peut faire la différence entre les deux. Donc, avec le centre d'expertise, le CENS, le centre d'expertise de Nutchimit-Chipek, on est en mesure justement de faire de joindre les deux et d'être en mesure de s'assurer que les préoccupations des Inuits, que le savoir ancestral et que la science fusionnent. Le directeur du Bureau de la protection des droits et du territoire d'ITUM compte bien réaliser des études sur des sujets qui semblent moins retenir l'attention de grands centres de recherche, mais qui touchent les valeurs ancestrales des Inuits. Il y a des inventaires sur la grande faune qui ont des valeurs économiques au niveau de la chasse sportive. Mais nous autres, comme là, présentement, c'est la chasse au porc-épic. On a remarqué depuis quelques années que le porc-épic du nez, il n'y a personne qui s'intéresse. Avec le centre qu'on vient de créer, on va pouvoir développer nos propres études, s'intéresser peut-être au porc-épic qui intéresse moins les autres chercheurs. Là. Ouais. Julie Carrière précise que l'aspect social est une variable qui prend de plus en plus de place dans les recherches scientifiques. Mais tu sais, aujourd'hui, quand on fait un projet de recherche, l'aspect socio-culturel est hyper important. Donc, c'est vrai, si on se recule de 10-15 ans, on n'intégrait pas le socio-culturel. Aujourd'hui, pratiquement tous les projets de recherche qui sont environnement, qui ont un lien avec l'environnement incluent ça. Donc, tout le côté socio-culturel autochtone est très particulier. Et puis, il y a des choses super, comment je dirais ça? Super, je vais répéter mon mot important, super importante parce qu'il faut les intégrer
dans un projet de recherche pour être certain de les prendre à la base. Et la science, oui, je m'y connais en science, oui, je m'y connais à faire des projets, ça, il n'y a pas de problème. La gestion d'un projet aussi. Bien, quand tu arrives avec le savoir ancestral, c'est toujours une découverte. À chaque fois qu'on s'assoit avec les anciens, on apprend quelque chose. Donc, pour moi, c'est hyper motivant et c'est vraiment intéressant. Une seule personne est attitrée en permanence au centre Nutchimit-Chipek. L'objectif est d'augmenter à 5 employés d'ici 1 an. Le financement du CNC dépendra des projets qui seront mis en place. C'est le 22 septembre dernier que les nouveaux locaux de la SPCA Côte-Nord, situés sur le boulevard des Montagnais, ont été inaugurés. Il s'agit en partie de l'ancien bâtiment du club de golf de Sept-Îles qui prend ainsi le relais des installations du chemin du lac d'Aigle. Alors après tant d'années, tant d'efforts déployés, aujourd'hui on peut officiellement vous souhaiter la bienvenue chez vous dans les locaux de la SPCA. Pour la ville de Sept-Îles, il s'agit d'un investissement très majeur. Dominique, tantôt, le président, parlait de l'inflation. Alors, parti d'un projet au départ qui devait dépasser 1,4, 1,6 millions. C'est un projet là, qui a dépassé les coûts de 5 millions. Ça fait plus de 9 ans qu'on l'attendait, cette ouverture officielle-là. Alors, le fait qu'on ait attendu, j'espère que la Ville pourra apprendre pour le futur que lorsqu'on procède à l'acquisition de bâtiments dans le but de réaliser des projets, ça coûte toujours moins cher de les réaliser le plus rapidement possible. Bravo. Bravo à nous. Le budget de fonctionnement annuel s'établit à 350 000 $, mais ce n'est pas suffisant pour la SPCA qui a toujours un manque à gagner. On comprend qu'on a une grosse partie du financement qui est de la Ville, puis que c'est les bâtiments de la Ville, c'est l'équipement de la Ville aussi avec les voitures. Cependant, on n'est pas extravagant dans les dépenses qu'on fait. Je veux dire, on fait les dépenses au strict minimum, puis il n'y a pas de place supplémentaire où on pourrait couper, puis malgré ça, on arrive encore avec un budget qui n'est pas tout à fait équilibré. Alors, ce qu'on demande, c'est de pouvoir offrir, maintenant qu'on a des lieux décents, des lieux propres, des lieux plaisants à travailler, que maintenant, on va être capable d'offrir des conditions salariales adéquates à nos employés. Grosso modo, plus ou moins 50 000 aurait été bien apprécié. La directrice de l'organisme, Daphné William, apprécie particulièrement la division des installations utiles pour dispenser les différents soins aux animaux. Les locaux sains. D'avoir 2 locaux différents, sains et non sains, c'est toute la différence. Nos animaux sont beaucoup plus en sécurité à leur arrivée et à leur sortie aussi. On a 13 enclos grands chiens, 8 enclos moyens chiens pour les sains. On a aussi nos espaces d'isolation qu'on compte pas vraiment comme des espaces utilitaires parce qu'on espère qu'il n'y ait personne de malade. Et on a nos espaces de quarantaine que vous pouvez voir qu'on essaie de maximiser au maximum. On a 25 espaces pour les chats sains et on a 16 espaces pour les animaux errants qui pourraient rentrer, les chats errants qui pourraient rentrer. Dominique Cormier quitte ses fonctions de président du conseil d'administration. Il souhaite que la Ville investisse davantage dans l'entretien des nouveaux locaux. Ça serait déplorable qu'on se ramasse dans 10-15 ans avec une désuétude du bâtiment en disant que ça a déjà coûté assez cher le construire. Donc, on espère que l'entretien du bâtiment va être fait de manière adéquate. Puis, jusqu'à maintenant, en tout cas, la Ville, les relations vont bien. Je vous dirais que ça a été mon principal défi au niveau des relations à rebâtir avec la SPCA et un peu la Ville, la communauté Innu également. La SPCA Côte-Nord compte 8 employés à temps plein et l'équivalent à temps partiel. Je vous invite à visiter notre site Internet ou notre chaîne YouTube afin de revoir toutes nos émissions. À la semaine prochaine! Nous TV. Ensemble pour notre communauté.